le lieu, qui ce soir n'était qui est une salle qui n'était pas exactement à l'adresse indiquée, l'enregistrement et le visio. Et comme moi, personnellement, je ne sais absolument rien faire, heureusement, je suis aidé par une équipe très compétente autour de moi qui me permet de m'adresser à vous. Voilà, bah écoutez, je vais commencer parce que je vois qu'il est déjà 19h08. Alors, j'ai évidemment des tas de choses à vous raconter conformément au programme annoncé. Il faut que je réussisse. Voilà. Et puis après, on prend le temps de... Voilà, alors, juste pour un petit peu situer ce que je voulais proposer avec ce séminaire, je voudrais que ça soit vraiment un groupe de réflexion commune. Je crois ce qu'on essaie de faire est un petit peu quelque chose d'inhabituel dans le paysage de la pensée actuelle, autant dans le monde de l'art, je crois, que dans le monde de la philosophie. Et puis, c'est pour ça que je voulais vous engager à cette discussion. Par ailleurs, donc les séances sont enregistrées et donc seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Mais évidemment, pour moi, ce qui est précieux, c'est notre échange direct, puisque c'est là que les choses s'élaborent et se donnent à comprendre. Voilà, donc avant de... cette séance se veut un petit peu introductive. Donc je vais dire peut-être des généralités, des choses qui sont un petit peu évidentes, mais je crois qu'il faut commencer par se mettre d'accord sur les évidences avant d'aller un petit peu plus loin. Donc je voudrais d'abord dire ce que j'essaie de vous proposer en disant qu'on fait de la philosophie. Au fond, ça tient à une maxime bien connue, aussi bien connue que souvent peu réfléchie. Je dis ça parce que j'en ai lu il n'y a pas longtemps un commentaire que j'ai trouvé absolument sans pertinence et qui pourtant était fait par quelqu'un de très savant. C'est cette fameuse phrase de Rabelais qui dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et au fond, c'est d'une certaine manière ça qu'on essaie de faire si on essaie de la philosophie. Ce que ça signifie, si on le comprend, non pas comme un expert de la mentalité du XVIe siècle et des enjeux du XVIe siècle, mais dans le sens que ça peut avoir pour nous aujourd'hui de dire ça, ce que ça signifie pour moi, c'est qu'il ne s'agit pas, dans une réflexion philosophique, de régler des problèmes ou de prétendre régler des problèmes. La résolution des problèmes relève de l'intelligence technique, c'est-à-dire des faits. Et nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les faits. Je voulais juste commencer par situer cette remarque à partir d'une question assez célèbre. Moi, je l'ai découverte quand je faisais des études d'art. C'est la question « que faire ?» Une question qui a été elle a toute une histoire. C'est d'abord le titre d'un roman de Tchernychevski qui lui-même était une réponse au livre « Père et fils » de Tourguenieff, qui est un livre important pour les philosophes parce que c'est dans ce livre que le terme nihiliste a été introduit. Et ce qui est intéressant, c'est que cette question a été reprise quelques années plus tard par Lénine, qui s'en est servi comme titre d'un opuscule. Et puis donc ensuite, moi je l'avais apprise par la fin. Elle a été reprise par l'artiste italien Mario Merz dans les années 1970. Il l'a utilisée dans beaucoup d'expositions. Cette question, elle me semble intéressante parce que
elle dit bien ce que c'est que se situer sur le plan de la technique. Sur le plan de la technique, c'est vraiment c'est ce qui domine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on apporte des solutions. Quand il y a un problème, soit on appuie sur un bouton, soit on avale un cachet, soit on fait une loi. C'est les trois manières techniques de résoudre à peu près tous les problèmes de l'humanité, sauf que ça ne marche pas. Et de cette question du fait, en philosophie, je crois qu'on passe à la question du droit. C'est-à-dire non pas que faire, et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on fera, etc. Mais de quel droit le faire? Est-ce qu'on doit le faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? L'origine donc de cette question, c'est cette question du nihilisme. Tourguenieff l'a défini de cette manière, je cite, il définit ce que c'est qu'un nihiliste, il dit c'est un homme qui ne s'incline devant aucune autorité, qui ne fait d'aucun principe un article de foi, quel que soit le respect dont ce principe est auréolé. Donc un nihiliste, c'est quelqu'un qui, au fond, c'est ce que je vais essayer de dire, ne se pose plus la question de ce qui doit être fait. Et ça peut se comprendre de deux manières. Ne plus se poser la question de ce qui doit être fait, ça veut dire répondre soit que peu importe, que cette question n'a pas de sens, que tout est absurde, soit qu'au fond, on y a répondu de manière tellement évidente qu'on sait déjà ce qu'il faut faire. Quand Lénine dit que faire, il sait déjà exactement ce qu'il faut faire. La seule question qui se pose, c'est comment. Et c'est ça, se poser sur le plan du fait et sur le plan de la technique. C'est de toute façon ne même plus se poser la question de ce qui doit être identifié comme un problème. Et quand on fait de la philosophie, souvent on dit la philosophie, ça consiste à poser des questions plus qu'à donner des réponses. Je crois que vraiment faire de la philosophie, ça consiste à s'interroger sur ce qu'on identifie comme problème et pas être aussi certain de nos problèmes qu'on l'est la plupart du temps, notamment dans les débats qui agitent l'espace public. On a toujours l'impression que ce qui doit poser problème ou pas est déjà évident. C'est-à-dire qu'on ne se pose même plus cette question-là. Donc le philosophe, lui, ne résout jamais aucun problème. C'est la figure de Socrate qui ici, je trouve, une des plus évocatrices. Socrate ne résout aucun problème, au contraire, il pose des problèmes, justement. Il n'a aucune efficacité technique. Donc, la question qu'on va, en tout cas les questions, parce que je pense en tout cas, ce que je vous propose, c'est d'engager une réflexion un petit peu à long terme, parce que c'est des questions qui, je pense, nécessitent beaucoup de réflexion et beaucoup de discussion. C'est d'abord, quels sont les problèmes qui occupent notre époque? Qu'est-ce qui agite l'esprit des gens aujourd'hui? On le sait, il y a beaucoup de problèmes qui défraient la chronique, mais il faut essayer d'y voir un petit peu clair, justement, au-delà de cette agitation de surface. Et puis, surtout, philosophiquement, voilà, ce qui va nous intéresser, c'est quelles sont les représentations qui produisent ces problèmes. C'est-à-dire à partir de quel cadre, à partir de quels présupposés, à partir de quelles grandes idées, ces problèmes deviennent-ils des problèmes? C'est ce qui nous permettra finalement de poser la question que j'ai derrière la tête en proposant tout ça. Ces questions sont-ils nos véritables problèmes? Est-ce que ce n'est pas des problèmes fantasmagoriques qui en réalité ne sont pas le fond du problème? La manière dont je propose de procéder pour s'engager dans ces questions-là, c'est d'abord d'une manière très empirique d'identifier un petit peu justement les problèmes auxquels nous nous confrontons. Et je voudrais, alors pas faire une collection, hein, évidemment, mais d'abord identifier un motif qui est celui de la crise. Et je voudrais essayer de voir ce que c'est qu'une crise, parce que ça fait quelques années et quelques décennies maintenant que les gens parlent de crise.
on en parle à tout propos, la crise économique, la crise morale, la crise politique, la crise sociale, etc., la crise spirituelle. Et de ce fait, ça demande de creuser un petit peu cette question de la crise. La définition que je proposerais de ce que c'est qu'une crise pour commencer, c'est la suivante. Il me semble, après avoir réfléchi un petit peu à cette question pour proposer cette séance, qu'une crise se définit quand les solutions techniques qu'on propose aux problèmes ont tendance à produire plus de problèmes que ceux qu'elles se proposent de résoudre. Pour moi, je crois que c'est assez ce qui définit une crise. On est dans un paradigme technique dans lequel, en réalité, quand on cherche à résoudre les problèmes, quand on cherche à résoudre un problème, ça en crée 3 autres. Et il me semble que c'est un petit peu ce qui se passe à notre époque. On a beaucoup de solutions techniques, mais elles posent toutes plus de problèmes qu'elles ne résolvent. Le symptôme de la crise, si on la comprend de cette manière-là, pour moi, c'est l'injonction contradictoire. Je m'en étais déjà expliqué à propos de certains aspects dans le monde de l'art, au sujet de l'image, etc. Une injonction contradictoire, on le sait, ça consiste à exiger des gens 2 types de comportements qui se contredisent entre eux. Je prends juste, alors vous allez voir deux exemples assez triviaux, qui sont des injonctions contradictoires auxquelles on est confronté dans notre vie quotidienne, je pense, assez régulièrement, notamment sur les questions d'environnement et les questions économiques. On est dans une situation où en permanence, ce qui est proposé comme le but, je dirais, le plus important des sociétés, c'est la croissance économique. Et de l'autre côté, il y a une préoccupation qui, de plus en plus, occupe l'espace public, les institutions, les financements publics, etc., des préoccupations d'intellectuels. C'est ce que les gens appellent aujourd'hui la crise écologique, encore un autre aspect de la crise. Bon, pour résumer un petit peu cette situation, je dirais que d'un côté, alors je dis ça par rapport aux réclames, d'un côté, vous avez une réclame pour la nouvelle voiture, donc qui implique qu'on en produise de nouvelles régulièrement. On sait que régulièrement on se plaint parce que des usines de voitures ferment, ça fait du chômage, etc., etc. Donc il faut faire des nouvelles voitures en permanence. Donc on nous la vante en disant qu'elle est formidable, qu'elle intègre toute une série de gadgets technologiques, qu'elle roule plus vite, qu'elle consomme moins, etc. Et puis, en bas de ces réclames, c'est très intéressant qu'il y a un petit bandeau qui déroule, qui explique aux gens qu'il ne faut pas utiliser leur voiture. Il faut préférer les moyens de transport en commun. Excusez-moi, votre micro est coupé. Ah, mon micro est coupé? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps? Voilà. Ah, je ne sais pas pourquoi. Merci. Oui, donc d'un côté, on nous dit qu'il faut acheter la nouvelle voiture, et de l'autre côté, on nous explique qu'il ne faut pas rouler avec parce que ça pollue. Et donc, c'est pas bien. Donc, on est là dans un bel exemple d'injonction contradictoire. Il faut développer l'économie, mais en même temps, on sait que le moteur fondamental et un des indicateurs de la croissance économique, c'est la consommation d'énergie. Donc, il faudrait développer l'économie, mais de l'autre côté, il ne faudrait pas consommer d'énergie. Ça rend les gens très malheureux, d'ailleurs. On entend des gens qui disent « moi, je ne voyage plus, je ne prends plus l'avion ». Alors que la question, évidemment, c'est certainement pas là, c'est certainement pas ça, puisqu'on voit bien qu'on est pris dans une injonction contradictoire. Alors l'autre exemple que je voulais prendre, parce qu'on en reparlera souvent, parce que là, ça touche à des questions philosophiques fondamentales, notamment à l'anthropologie, c'est sur la question des mœurs. Sur la question des mœurs, on a d'un côté une grande
permissivité sexuelle, de la vie sexuelle, un développement presque inimaginable de la pornographie. Donc sans arrêt une promotion, vous avez vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi je l'ai vu, il y a une polémique sur des affiches dans le métro qui en ce moment, enfin dans le métro et dans l'espace public, d'un site qui incite à l'adultère, qui explique que c'est formidable d'avoir des relations extra-conjugales, etc. Bon. On a toute une série d'inventions techniques, l'IVG, la GPA, les contraceptions, etc., qui sont destinées à soutenir cette permissivité. On a évidemment tout un arsenal législatif qui propose la GPA, la libération de la pornographie, etc. Et en même temps, vous avez remarqué que, je crois maintenant, ça fait une dizaine d'années, on a des mouvements comme MeToo, on a inventé un nouvel acronyme, c'est VSS, violences sexistes et sexuelles, des organismes dédiés, des programmes dans des institutions, de nouvelles lois, etc. Et donc là aussi, on est devant une forme d'injonction contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un encouragement à une vie sexuelle un peu débridée, sans limite, etc. Et de l'autre côté, je dirais une morale et une censure qui tourne souvent à la pudibonderie. Par exemple, aujourd'hui, faire un compliment sur le décolleté d'une dame peut conduire à une amende de 3 500 €, etc. Bon. Alors, donc, vous voyez, là aussi, on est vraiment dans l'injonction contradictoire. Je pense que ces injonctions contradictoires sont vraiment des signes de crise, c'est-à-dire des signes qu'on essaie de résoudre des problèmes sur le plan technique, c'est-à-dire technologique, législatif, etc. Et en fait, ça crée plus de problèmes que ça n'en règle. Donc, cette compréhension de la crise s'accompagne d'une autre marque, c'est le caractère permanent de la crise. Ça fait, là aussi, j'ai regardé un petit peu la littérature. Maintenant c'est facile avec des mots-clés, on voit que depuis une vingtaine d'années, beaucoup de gens parlent de crise permanente. Il y a même des gens qui inventent des néologismes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet indice, pour moi, est très intéressant. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la crise est permanente ? C'est évidemment une contradiction dans les termes, l'idée d'une crise permanente. Normalement, une crise, c'est un moment de paroxysme qui se résout. Donc, il y a quelque chose d'absurde et donc à comprendre dans notre époque avec cette idée de crise permanente. Si on en revient à la question du nihilisme, au fond, le nihilisme, c'est le sentiment de la perte du sens. Et l'idée d'une crise permanente est certainement en lien aussi avec ce sentiment de la perte du sens. Non plus la question que faire, et même plus la question pourquoi le faire, puisque, comme je le disais tout à l'heure, dans le nihilisme, on a décidé de ne plus répondre à cette question. La question devient « à quoi bon vivre ?» Et ce qui caractérise le contexte de crise permanente, c'est que ce scandale de l'absurde, ce scandale du nihilisme, eh bien, ne sont plus des scandales, c'est-à-dire qu'ils ont été normalisés. C'est pour ça que j'avais intitulé cette séance « La normalisation du scandale », puisque, d'une certaine manière, on le sait d'ailleurs pour les gens qui ont fini leurs études secondaires, je dirais, dans les 30 dernières années, l'étude de l'absurde, du théâtre de l'absurde, etc., est devenue un poncif scolaire sans aucun relief, c'est-à-dire que ça paraît tout à fait admis, normal, voilà, ça pose plus de questions que la vie soit absurde, on a l'impression que ça a été admis comme quelque chose qui ne fait même plus question.
Donc la profondeur de la crise signifie la normalisation du scandale de l'absurde, c'est-à-dire le nihilisme et finalement le rejet globalement d'une prise en charge philosophique de la crise. C'est-à-dire que la permanence de la crise et sa profondeur signifie en réalité qu'on a renoncé à passer du plan des faits, c'est-à-dire des réponses techniques, au plan du droit, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, quel est le sens de tout ça, puisqu'on a fini par admettre que ça n'avait aucun sens. L'inacceptable devient la norme et on arrive à un motif typique aussi de cette période, c'est que dire qu'on normalise le scandale, ça veut dire que d'une certaine manière, faire scandale devient une manière ordinaire de mener son existence. C'est-à-dire qu'il faut faire du tapage, il faut provoquer le scandale et donc en permanence nier des normes. On sait que c'est devenu une sorte de mot d'ordre. Il faut casser les codes, faire du buzz, rejeter les autorités, etc. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence dans ce motif, cette compréhension du nihilisme et la permanence de la crise. Et c'est pour ça que la réflexion générale que je propose comprend le terme transgression, puisque cette normalisation du scandale repose sur la transgression. Et donc l'effort philosophique que je propose de partager consiste à remettre ce principe de la transgression en question. Il est devenu tellement évident que d'une certaine manière on ne se pose plus la question, mais il me semble que cette promotion de la transgression comme une valeur absolue est précisément ce sur quoi nous devons réfléchir, ce que nous devons mettre en question sur la question du droit. Pourquoi est-ce qu'on devrait, après tout, sans arrêt, être dans la transgression ? Donc, ce motif de la transgression s'oppose à une autre option existentielle qui est celle de la tradition. Et comme c'est un mot extrêmement malmené, en comprendre le sens, et notamment en opposition à la transgression, requiert une enquête, une réflexion particulière. Donc, au fond, le point de départ consiste à remettre en question la valeur absolue de la nouveauté. Et donc de poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait la valeur de la nouveauté ? Sur ce point, là encore, c'est une décision philosophique. Pour moi, ce qui fait la valeur de la nouveauté n'est pas une valeur en soi, elle signifie quelque chose de plus fondamental. Et si ce n'est pas la transgression, eh bien, ça ne peut être que ce que j'appellerais la vitalité. La nouveauté n'a de valeur que quand elle est un signe de vitalité, et elle n'a pas de valeur en soi. Ce qui est nouveau n'est pas pour autant forcément quelque chose à quoi on doit attribuer de la valeur. Et donc, on comprend que si on décide de reconduire le primat de la nouveauté à celui de la vitalité, c'est tout le système de valeurs et donc aussi tout le système de représentation philosophique qu'il faut redéfinir du même coup. Le contexte dans lequel nous nous trouvons, qui est celui qui identifie la nouveauté à la transgression et lui confère une valeur absolue, c'est ce qu'on appelle le modernisme. En tout cas, moi, je l'appellerais comme ça. Disons que c'est aussi un petit peu une définition que je fixe pour qu'on se comprenne, pour qu'il y ait un cadre dans la discussion. Le modernisme, c'est l'attribution d'une valeur à la nouveauté en soi qui repose sur l'affirmation d'une prétendue originalité
radicale de l'individualité. C'est ce qu'on a vu dans la définition du nihilisme de Tourguenieff tout à l'heure, c'est-à-dire un individu qui ne reconnaît aucune autorité, c'est-à-dire aucune valeur qu'il n'ait posée lui-même. Et donc qui refuse tout ce qui peut être transmis par d'autres individus, c'est-à-dire étymologiquement toute tradition, puisque tradition, tradere, c'est remettre en main propre, transmettre, léguer, et globalement confier quelque chose à quelqu'un d'autre. Donc voilà, pour moi, vous voyez, la problématique s'articule autour de ces termes. Le modernisme, son nihilisme, c'est-à-dire sa promotion de la transgression comme une valeur absolue, comme la forme fondamentale de l'accomplissement de l'existence, qui produit un contexte de crise permanente. Et une alternative à ce modèle sera une attitude qu'on pourrait dire alors traditionnaliste, évidemment dans un sens dont je me réserve la définition au cours de cette réflexion, et évidemment sans l'assimiler de manière immédiate, comme c'est souvent le cas dans le débat public, à une quelconque forme de réaction ou à un nécessaire conservatisme. Je pense au contraire que la tradition peut être comprise comme une forme de vitalité et donc de renouvellement des formes d'existence. Dans cet effort, l'exemple de Socrate, qui est un petit peu mon fil conducteur, en faisant passer du plan du fait au plan du droit, nous invite donc à ne pas admettre comme quelque chose d'absolument évident. Et j'insiste sur ce point parce que c'est certainement cet obstacle qui est un obstacle moral qui est le plus grand, ce n'est pas un obstacle intellectuel, nous invite à accepter de nous dire que tout le système de valeurs qui est construit dans le modernisme autour de l'idée de l'affirmation de l'individu comme absolument original, et donc de cette forme de nihilisme qui se dissimule derrière une affirmation de la liberté de l'individu, eh bien tout ce système de valeurs, nous devons accepter au moins, je dirais, de le mettre entre parenthèses et de faire l'hypothèse d'autres valeurs. Et voilà, moi, j'insiste sur ce point parce que moi, le premier, quand j'ai commencé ces réflexions il y a maintenant quelques années, peut-être 5, 6, peut-être presque 10 ans, je sais qu'au début, systématiquement, j'ai reculé devant ma propre réflexion parce que j'avais une idée tellement préconçue des valeurs qui sont transmises par notre époque que j'avais parfois un petit peu un frisson. Mais voilà, je crois que si on veut aller au fond du problème, il faut accepter de prendre ce risque. Et d'affirmer quelque chose que j'ai appris dans la pratique artistique, c'est que la vitalité n'est pas la transgression et qu'il n'y a pas de raison de normaliser l'absurde. Cet effort de réflexion me semble être un effort contre l'idéologie. Je n'ai pas peur de dire la chose suivante. Je crois que le modernisme est une idéologie. Et cette idéologie, alors je précise une toute petite chose sur l'idéologie, là aussi pour qu'on soit bien dans un cadre bien fixé. L'idéologie, on le sait, signifie d'abord qu'on pense à partir des idées et non pas à partir de la réalité. Faire de l'idéologie, ça veut dire faire des idées à partir des idées, sans sortir des livres,
sans se confronter à l'expérience immédiate de la vie. Ça, c'est un aspect fondamental de l'idéologie, mais il y a un autre aspect qui est souvent oublié, c'est que l'idéologie consiste à prendre ses représentations pour le réel. Hein, si on forge nos idées à partir d'autres idées, ça veut dire qu'on a, d'une certaine manière, raté le réel parfois qui les contrarie. L'idéologie consiste aussi toujours dans l'exercice d'un pouvoir qui plie le réel à ses représentations. Je prends un exemple très simple. Dans l'idéologie libérale et, disons, capitaliste, on dit « tout travail mérite salaire ». Or, on sait que le salariat, c'est une forme très particulière de rapports sociaux. C'est une forme de travail très particulière. Et il y a plein de gens qui travaillent sans toucher de salaire. Et le travail peut mériter bien autre chose qu'un salaire. Mais si on est dans cette idéologie-là, alors on va faire des législations qui vont faire en sorte que le travail devienne systématiquement salarié. Je prends un exemple, tout le discours actuel sur le travail domestique, notamment des femmes, est évidemment destiné à obtenir un monde dans lequel il n'y ait plus que du travail salarié, c'est-à-dire qu'on demande aux femmes, au lieu de s'occuper de leur foyer, d'aller travailler dans une entreprise, donc de toucher un salaire, et pendant ce temps, d'envoyer dans leur foyer du personnel d'entretien, etc., des femmes de ménage, des nourrices, etc., qui s'occupent de leurs enfants, et donc d'avoir des salariés au lieu d'avoir des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Et donc ça, c'est vraiment un exemple d'idéologie, c'est-à-dire que l'idéologie est toujours au pouvoir. C'est-à-dire il me semble difficile d'accuser d'être idéologue quelqu'un qui ne détient pas le pouvoir, c'est-à-dire qui n'a pas la puissance de plier le réel à ses représentations. C'est pour ça que l'expression idéologie dominante, en réalité, est un pléonasme. Et donc, l'idéologie qui s'exerce dans notre monde de manière massive, c'est bien l'idéologie moderniste. Le point fondamental à partir duquel j'essaie d'avancer maintenant, c'est une réflexion que j'ai faite à partir de la question de la beauté, pour qu'on comprenne un petit peu maintenant un peu mieux ce que signifie pour moi le modernisme. Pour les anciens, la beauté, c'est la manifestation de l'être dans son caractère originaire et fondamental. C'est le beau platonicien, c'est-à-dire que l'être se révèle dans sa splendeur. Comment, pour les anciens, est-ce qu'on accède à la beauté ? On y accède par une ascèse, c'est-à-dire que pour que le philosophe, et parce que la beauté pour les anciens, c'est une question philosophique, ce n'est pas une question artistique, le philosophe doit pratiquer une ascèse, c'est-à-dire qu'il considère que ses appétits lui masquent la manifestation de l'être. Il ne voit que ce qu'il veut, il ne voit que ce dont il a envie, il ne voit que ce qui lui fait plaisir. Et vous voyez, la manifestation de ses désirs et de ses appétits émousse notre rapport, notre perception de l'être. Et donc, le sage doit, par une ascèse, renoncer à ses désirs pour enfin accéder à la vision de l'être. Chez les modernes, les choses ne fonctionnent plus de la même manière. En fait, tout s'inverse. Je m'appuie sur une définition qui est donnée par David Hume. Il dit la chose suivante: la beauté est un ordre et une construction de parties telle que soit par la constitution première de notre nature, soit par coutume, soit par caprice, il est apte à donner un plaisir et une satisfaction à l'âme. Alors c'est très intéressant. Je pouvais citer aussi le dictionnaire philosophique de Voltaire. Je renvoie à la définition du beau.
Voltaire dit que si on demande à un crapaud ce qui est beau pour lui, c'est sa crapaude. L'inversion est vraiment manifeste. C'est-à-dire que la beauté est toujours la manifestation fondamentale de l'être, mais non pas obtenue par l'ascèse, mais obtenue par la transformation des choses. C'est-à-dire que la beauté se manifeste quand on a transformé les choses de manière à ce qu'elles soient adaptées à ce que nous sommes. Alors vous voyez, l'inversion, c'est que pour les anciens, je dois me transformer moi-même par une ascèse pour accéder à l'être. Chez les modernes, je n'ai pas besoin de me transformer moi-même. Je suis déjà comme je suis, très bien comme je suis. Et donc, ce que je dois faire pour accéder à la beauté, c'est transformer les choses pour qu'elles s'adaptent à moi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une inversion de ce qui est fondamental et central. Ce qui est fondamental et central, ce n'est plus l'être auquel je dois me conformer par un exercice sur moi-même, un exercice de transformation de moi-même, mais ce qui est fondamental, c'est moi. Le centre de l'affaire, c'est moi. Le point de gravité de l'affaire, c'est moi. Et donc, je dois transformer les choses pour qu'elles soient adaptées à moi. C'est-à-dire que ça n'est plus le philosophe qui, par l'ascèse, doit rendre son regard suffisamment pur pour accéder à l'être, mais c'est le technicien, qu'on va appeler artiste, qui doit transformer les choses pour qu'elles s'adaptent à nous. Cette inversion s'est aussi manifestée historiquement dans ce qu'on a appelé la querelle des anciens et des modernes, qu'on repère très très bien en opposant deux textes. La préface de Boileau à son art poétique en 1701 d'un côté, et de l'autre côté, les digressions sur les anciens et les modernes de Fontenelle. Alors, je ne vous fais pas les citations, je pense que j'enverrai un document dans lequel je ferai un petit exemplier pour ne pas prendre trop de temps, mais ce qui me semble intéressant, c'est que chez Fontenelle et chez Boileau, c'est-à-dire avec la défense des anciens ou la défense des modernes, on a deux conceptions de la culture. Chez Boileau, il y a une conception sédimentaire de la culture, alors que chez Fontenelle, on a une conception cumulative de la culture. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que pour Fontenelle, le legs culturel, c'est un contenu, c'est du savoir objectif. Il dit, par exemple, ce savoir objectif, à un moment, bon, il a été conservé, la culture peut l'oublier, puis un jour on le redécouvre. C'est ce qu'on appellera la Renaissance au XIXe siècle, comme quelqu'un qui aurait été malade, et puis quand il revient à la santé, il réouvre ses livres, et puis voilà, tout le contenu est là. Pour lui, donc, chaque individu ou chaque période commence comme une feuille blanche. C'est aussi des expressions intéressantes. L'idée de feuille blanche ou de tabula rasa va apparaître avec un philosophe important dans la modernité aussi, John Locke. Notre esprit est comme une table rase. On commence vraiment toujours à partir de zéro. Chaque individu commence à partir de zéro. Et puis, il doit reconstituer tout l'édifice du savoir et de la culture par lui-même. C'est le modèle cartésien. Tout ce que je peux admettre dans ma pensée, c'est ce que je suis capable de reconstruire par ma propre raison. C'est-à-dire qu'au fond, le legs est presque nul et non avenu. Je dois à chaque fois recommencer à zéro. C'est vraiment le modèle épistémique cartésien, ce sujet qui doit établir sa connaissance à partir d'une feuille blanche. Pour Boileau, c'est très différent. Pour lui, ce qui fonde sa conception ce que j'appelle sédimentaire de la culture, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des couches qui sont là, qui nous soutiennent, mais qu'on n'est pas capable d'explorer nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il reste une sorte de mystère pour nous, quelque chose dont on hérite, mais qu'on n'est pas capable de reconstituer nous-mêmes. Et au fond, il n'y a pas ce recommencement à partir de zéro chez chaque individu, mais toujours l'héritage de quelque chose qui garde
un aspect mystérieux, un aspect insondable, et donc aussi quelque chose j'y reviendrai dans certaines séances certainement, quelque chose qui tient à une obéissance aveugle. L'obéissance aveugle qui, à mon avis, est une dimension nécessaire de tout apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'apprentissage où celui qui apprend doit faire confiance à celui qui l'enseigne et accepter de faire certains gestes, de dire certaines choses, d'essayer certains chemins de pensée sans savoir où ça va le conduire. Puisque de toute façon, comme il est en train d'apprendre, il est incapable de voir le but qu'on s'est fixé. Donc, ce qu'on voit dans la modernité, c'est l'institution de l'individu et de ses capacités individuelles comme garant, comme critère et comme norme de la vérité. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est ce dont l'individu est capable de manière absolument indépendante. Et donc, on voit qu'il y a un autre aspect ici du modernisme qui est l'individualisme radical. Et à mon avis, ça éclaire aussi beaucoup de débats contemporains. Cet individualisme, on lui donne aussi le nom de libéralisme, c'est-à-dire l'absence de limites imposées à l'individu par des institutions, par des normes, etc. C'est bien ce que Tourguenieff appelait le nihilisme. L'individualisme, on le voit, se fonde sur le rationalisme, qui, alors chez Fontenelle, dans ces considérations là que j'évoquais tout à l'heure, est un rationalisme cartésien, c'est-à-dire que l'être est réduit à des configurations spatiales et temporelles, c'est-à-dire à de la géométrie, et donc est-ce que l'individu est capable d'explorer de manière complète, c'est-à-dire que rien encore dans ce qui lui est légué ne fait mystère, rien ne garde d'opacité. Voilà, on commence à avoir un petit peu une configuration du modernisme, rationalisme, matérialisme, individualisme, relativisme, libéralisme, nihilisme, qui se traduisent dans une règle pratique, la transgression, puisque l'individu étant la seule mesure de la valeur, eh bien, il doit s'affirmer contre tout ce qui peut lui être imposé de l'extérieur, c'est-à-dire contre toutes les normes, contre toutes les règles, contre tout legs, contre toute tradition. Et donc, c'est bien ce que signifie, depuis son apparition, le terme moderne. Donc, vous voyez, il y a un rejet dans le modernisme de ce que j'appelle la chair de l'existence, c'est-à-dire ce que nous sentons en nous, ce qui nous est donné mais qui reste mystérieux, qui est quelque chose qu'on n'arrive pas à concevoir, qu'on sent sans réussir à le concevoir, quelque chose qui est énigmatique, quelque chose qui ne vient pas de nous-mêmes, donc aussi quelque chose qui nous est donné et qui a aussi, c'est vrai, avec son mystère, à la fois quelque chose de fascinant mais aussi quelque chose de frustrant, puisque c'est quelque chose dont on n'arrive pas à trouver le fond, à trouver le fin mot, on pourrait dire, et donc aussi quelque chose qui nous humilie, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui nous rend humbles, parce que, évidemment, dans ce qui nous est donné, dans ce qui nous est transmis, il y a quelque chose que nous ne maîtrisons pas, qui nous dépasse. Donc voilà ce que je propose de mettre un petit peu en balance. D'un côté, le modernisme qui est fondé sur la maîtrise totale de l'individu, sur sa puissance personnelle. De l'autre côté, accepter quelque chose qui relève du don et donc de quelque chose d'un petit peu mystérieux. Juste maintenant, pour terminer cette séance introductive, je crois qu'on peut en revenir à la question de la crise. Au fond, la crise permanente, la permanence de la crise, repose sur cette idéologie moderniste. Pourquoi ? Parce que ce qui la caractérise, l'individualisme, le rationalisme, la maîtrise absolue de l'individu, c'est une sorte de promotion complètement hypertrophiée de la capacité délibérative de l'individu. C'est-à-dire que tout ce que l'individu fait
doit dépendre d'une décision absolument personnelle et originale, et donc transgressive. Et pour cela, il faut que l'individu, quand il prend ses décisions, eh bien, il sache tout ce qui lui fait prendre sa décision, qu'il n'y ait plus rien de mystérieux, plus aucune évaluation qui échappe au principe rationnel qu'il est capable de mettre en œuvre. C'est bien le sujet épistémique cartésien, celui qui, partant de zéro, est capable de justifier absolument tout ce qu'il fait. D'ailleurs, on demande aux gens en permanence de se justifier. Quand ils disent qu'ils font des choses juste parce que ça leur plaisait, on trouve ça d'un arbitraire absolument insupportable. Et donc la crise permanente, elle tient à cette obsession de ce que j'appellerais dans les séances suivantes la distance théorico-critique, c'est-à-dire la capacité que j'ai toujours de réfléchir sur ce que je suis en train de faire au lieu de le faire pour le justifier. Donc la crise qui vient on le sait, du mot krinein, délibérer, c'est aussi prendre une décision, c'est-à-dire imposer une limite. Qu'est-ce que c'est qu'une décision ? C'est le moment où, ayant délibéré, on considère qu'on ne peut pas aller plus loin dans la délibération, mais donc qu'on doit se décider. Et donc, qu'est-ce que c'est que la prise de décision ? Eh bien, c'est la reconnaissance de la limite de la puissance de délibérer. Il y a un moment donné où on sait qu'on doit, avec une certaine dose d'arbitraire, arbitrer, c'est-à-dire décider alors qu'on n'a pas tous les éléments en main, qu'on aurait pu encore apprendre des choses, que tout n'est pas absolument transparent et évident, et que donc il faut trancher, c'est-à-dire décider que notre capacité de connaissance trouve une limite. Et précisément, la crise permanente, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le refus délibéré de prendre des décisions, c'est-à-dire l'absence de reconnaissance des limites de la délibération et donc de la connaissance. À partir du moment où on est entré dans la logique d'une connaissance qui doit se fonder de manière ultime, c'est toute l'histoire de la philosophie de Descartes jusqu'à Husserl, à ce moment-là, on n'accepte plus qu'à un moment, dans notre prise de décision, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne sait pas. Et on le voit très bien, je trouve, aujourd'hui, dans les problèmes de la culture contemporaine. On voit très bien qu'en permanence, en fait, on diffère les décisions parce qu'il y a une commission qui doit encore trouver scientifiquement des justifications à ce que l'on va faire. Et donc, voilà ce que c'est que la crise permanente. La crise permanente, c'est que quand en se remettant à des questions techniques, on n'arrive plus à voir le bout des problèmes, parce que tout simplement, on croit tellement que la connaissance rationnelle peut régler tous nos problèmes, qu'on est incapable de mettre un terme à notre enquête rationnelle qui précède des décisions qui finissent finalement par ne jamais arriver. C'est-à-dire que nous ne décidons jamais sur la question de droit, sur la question de ce que nous devons faire, parce que cette question ne dépend pas purement de justification rationnelle, et donc nous nous en remettons en permanence, je dirais, à des pansements techniques sur la jambe de bois de notre existence, puisque nous n'arrivons pas à prendre des décisions existentielles. Bon, voilà le cadre dans lequel je propose de mener nos réflexions, qui vont donc mettre en opposition un petit peu cette configuration de concepts modernistes, cette position de valeur moderniste qui repose sur ce que j'ai détaillé à l'instant, et puis de l'autre côté, l'idée qu'il y a une autre manière d'exister, qui est d'accepter la limitation de nos justifications, qui est d'accepter le fait que quelque chose nous soit donné par autrui, et notamment par ceux qui nous ont précédés, ceux qui ne sont plus là, mais qui nous ont quand même laissé quelque chose de vivant qui nous est confié, et qui n'est pas un ensemble de savoirs objectifs, comme
comme le pense Fontenelle, par exemple, entre autres, mais comme, je dirais, comme exemple de pensée moderniste, mais quelque chose aussi que dont nous devons hériter sans toujours savoir trop pourquoi, sans avoir les idées totalement claires, et donc en acceptant que, en tant qu'individus, nous ne nous sommes pas faits entièrement à partir de rien, à partir de la tabula rasa de l'ego cogito, qui n'est en réalité qu'une méthode scientifique et non pas un modèle d'existence globale. Descartes ne l'a jamais établi de cette manière-là. C'est au fond l'interprétation moderniste qui a utilisé la réflexion cartésienne de cette manière-là, et rien ne nous contraint à nous en tenir à cette interprétation. Voilà, merci de m'avoir écouté avec tant d'attention, et puis place à la discussion. Tu peux couper.